Salut à tous et bienvenue dans Reco BD, numéro je ne sais plus combien de Reco on a 8? fait. Non, 7 je crois. 7 okay. 7. Nous sommes chez les Castors, le meilleur bar à jeux de Montpellier. On vous mettra l'adresse et tous les renseignements pour aller faire un tour ici. C'est où on enregistre tous les podcasts tous les mardis. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, le mardi, sachez qu'on est ici et on parle de comics. Mais avant ça, avant de tourner le podcast sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, nous allons vous parler de BD. J'espère que ça va vous plaire. Je suis avec Diane pour l'instant et normalement Vincent va nous rejoindre dans quelques instants pour nous parler des 2 autres BD. Donc en attendant, notre réalisatrice derrière la caméra nous dit que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a passé les 500, on est vraiment merci beaucoup aux 500 aux 500 abonnés sur cette chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Et si vous voulez aider l'émission un peu plus, vous pouvez aller donner un peu sur notre Tipeee. Voilà, petite intro et on va commencer direct avec la première BD. Voilà, donc du coup la première BD, donc déjà bonjour à tous, parce que voilà, c'est quand même important d'être un minimum poli. Du coup la première BD c'est Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki. Du coup Mariko Tamaki c'est une autrice qui est canadienne, elle a des origines juives et japonaises. Et en fait, c'est une autrice qui écrit beaucoup sur l'adolescence. Elle a aussi publié chez Rue de Sèvres également cet été-là, qui aussi aborde une histoire d'adolescence avec une romance homosexuelle. Et Skim, que pour le coup je n'ai pas lu encore et que j'aimerais bien lire. Et donc Mes ruptures avec Laura Dean, c'est l'histoire de Freddy, une jeune fille, une jeune lycéenne, qui sort avec la fille la plus populaire du lycée et qui donc s'appelle Laura Dean et qui est assez toxique et qui est complètement toxique. Complètement toxique, très égoïste. Elle sort avec Freddy mais elle s'en fout clairement et donc elle va papillonner un peu ailleurs et Freddy elle est toujours un peu là à l'attendre. Donc c'est une BD qui est super intéressante parce que pour une fois on va aborder les relations toxiques pas que d'un point de vue hétéro, ça montre que ça peut exister aussi dans les relations entre femmes, dans d'autres types de relations. Et puis en même temps c'est un livre que j'ai trouvé, une BD que j'ai trouvé très juste du point de vue de l'adolescence. Je sais pas, je me suis assez reconnue dans Freddy, dans le côté un peu paumé, elle veut être gentille, en même temps elle rate un peu tout, parce qu'elle va mettre de côté du coup sa meilleure amie, parce qu'elle va être trop focus sur sa relation avec Laura Dean, et donc ça va poser plein de problèmes avec son entourage en fait. Ça n'a pas un impact que sur elle en fait. Voilà, c'est ça qui est aussi assez important de voir. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que on est dans une histoire très actuelle qui parle de trucs LGBT, mais ça reste quand même une histoire adolescente, toute simple, et il n'y a pas de spécificité en plus vraiment. On est sur une histoire LGBT, mais c'est pas appuyé à mort comme on pourrait le voir. Non, c'est ça. C'est juste une vraie aborder, histoire adolescente. C'est ça. C'est naturel et on s'en fout en fait un peu qu'elle soit lesbienne ou pas. C'est pas le problème. Ça aurait pu être n'importe quelle histoire d'amour. C'est universel. C'est ça qui est cool. Et les dessins sont ouf. Vraiment, les dessins sont géniaux. La couleur, le traitement de tout est vraiment avec une douceur et en même temps, c'est du rose et du blanc. Moi, et en même temps, le rose SimCity, mais avec du rose et du blanc. Ouais. C'était marrant. Il y a un jeu quand même sur le rose. C'est vraiment mignon. C'est vraiment. C'est ça. Et en fait, ce que je t'avais déjà dit en off, c'est que il y a du rose et du blanc qui sont des couleurs a priori douces et gentilles, mais des fois, ça peut être ultra agressif en fait. Selon l'usage qu'on en fait, c'est super intéressant.
Et en plus de ça, en dehors de l'histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amitié. Oui. C'est une belle histoire d'adolescence. Moi, on va balancer ma référence au niveau du récit adolescent, c'est le Breakfast Club. Vraiment, ça m'a fait penser à ce genre de récit-là, avec ce côté LGBT qui est cool. Je trouve vraiment d'apporter un récit adolescent normal, comme on pourrait le voir dans n'importe quel récit, avec ce côté-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ça m'a fait penser un peu, je sais pas si t'as vu ce film, le film de Greg Berlanti. Ah merde, j'ai oublié. Je vous mettrai en note un film avec le même principe en fait. D'accord. Je sais plus ce que c'est. Bon, je vous mettrai le lien, mais je te conseille ce film, il est vraiment très cool. Pour une fois que Greg Berlanti fait des trucs bien. C'est le monsieur qui est derrière toutes les séries Flash et Arrow, c'est pour ça que je dis ça. Mais vraiment, moi j'ai vraiment trouvé ça cool, et en plus un comics, je trouve ça sympa de se dire que on est dans le comics et on peut parler d'histoire d'amour, d'histoire adolescente. C'est pas des thèmes qui sont que réservés à la franco-belge ou à la truc. C'est du comics. Et pourtant, ça parle de drame, de trucs de la vie quotidienne. Il y a pas de super-héros, il y a pas de... C'est ça, c'est comme les Giant Days où c'est juste la vie, quoi. Et on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup ce côté où on peut s'identifier, ou même donner cette BD à son ado et dire bon bah voilà, là elle aura des modèles sympas, et c'est c'est juste feel good en fait. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est une porte d'entrée parfaite pour une petite fille ou pour une ado, pour le comics. On lui dire, t'as envie de lire du comics, t'as envie de lire de la BD, regarde, il y a des histoires qui peuvent te ressembler, qui peuvent te parler. Et puis voilà, si la petite, ou même le petit, mais et en questionnement aussi, genre vers 12-13 ans, c'est la puberté, tout ça, commence à se poser des questions sur son orientation, ça peut être intéressant de lui montrer ça comme, bah voilà, c'est normal, ça existe, et il n'y a pas de souci. Donc ça peut être un bon truc, à la fois divertissant et aussi un peu... je sais pas, un peu éducatif entre guillemets, quoi. Et en plus la relation est on est dans une relation toxique, mais je trouve je trouve qu'elle le gère d'une façon plutôt positive, et au final on reste sur une note vraiment d'espoir. Oui. Elle est pas détruite absolument à la fin. Voilà, elle a bien sûr, elle a vécu plein de trucs très très mal, mais c'est juste un bout de son adolescence, et bon bah voilà, ça s'est mal passé, mais ça va aller mieux par la suite, quoi. Et elle est bien entourée aussi, ça c'est chouette. L'importance de l'entourage est quand même abordée. Donc moi je vous recommande très très fort cette BD qu'on a lu grâce à Isneo, je tiens à le souligner. Donc, vous pouvez le lire en ligne en plus de l'avoir en physique. Chez Rutsev, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est ça, Rutsev. Sauf si on se trompe, et dans ce cas-là, corrigez-nous, mais a priori ça devrait aller. Bon, en tout cas, ils font des trucs cool chez Rutsev la plupart du temps. Carrément. Donc voilà, on va accueillir Vincent le temps d'une petite coupure, et on va vous parler des deux autres BD dont on voulait vous parler. Donc, bonjour Vincent. Salut. Merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Donc un petit nouveau de chez Comics Discovery. Allez écouter le podcast si vous voulez le découvrir un peu plus. Donc, on va vous parler de Seul à Berlin de Nikolai Juncker. Et comme j'ai bien fait mon travail, c'est le seul truc que je pourrais vous dire en plus, parce que je vais le présenter et j'ai pas eu le temps. Peut-être le petit qui se sent de faire le pitch de la BD. À part dire qu'on va suivre deux destins différents de deux femmes différentes à la fin de la guerre. C'est pendant la chute de Berlin en fait, enfin la chute de. C'est après Berlin, mais pendant en 1900. En fait, Hitler vient de mourir, je crois. Oui, c'est ça, c'est la fin de la guerre en fait, et du coup, c'est un peu le chaos partout pour tout le monde, et donc du coup on va suivre donc une jeune femme qui travaille chez alors attends, je sais plus les noms de Ingrid, c'est l'allemande. Voilà, donc Ingrid du coup qui elle est une ancienne nazie ancienne, c'est une allemande nazie en fait, une allemande nazie, et du coup elle essaye de survivre avec d'autres comparses dans des caves, ils essayent de survivre, il y a des bombardements tout le temps, c'est l'enfer, et en même temps il y a les Russes qui arrivent, et donc avec que je ne sais plus son prénom, et donc avec une agente du NKVD qui donc
se charge de traduire les textes des. Et Ygritte parle russe aussi, c'est un des. Voilà, en fait, c'est toutes les deux, elles connaissent la langue de l'autre et elles vont être amenées à se rencontrer en fait. Et du coup, c'est super intéressant. De voir cette rencontre là, et parce que il y a un peu le côté on est toutes les deux dans la même galère, mais en même temps on se déteste, et apparemment ça a été compliqué pour Ingrid la fin de la guerre, et pour les femmes en général, ils attendaient les Russes avec comme le Messie en mode ils vont nous libérer, ça va être génial, et au final c'est un peu ça reste plus compliqué que ça quoi. Et moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que c'est un épisode de la guerre dont on ne parle jamais en fait pratiquement, c'est passionnant, c'est intéressant de voir ces deux parcours différents, ces deux façons de voir les choses différentes, et surtout des femmes, deux parcours de femmes. Souvent on parle des soldats, on parle peu des femmes, et surtout les femmes allemandes et russes. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Vincent? Alors moi j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Alors c'est vrai que sur la fin de la guerre, nous en tant que Français, c'est pas forcément cette partie qu'on connaît le mieux, mais c'est vrai que pour les Allemands c'est un vrai traumatisme ce qui s'est passé. Donc c'est quelque chose de très très fort qui se mêle avec tout le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on connaît un petit peu tout ça, je viendrai juste peut-être contraster un peu. Non, ils n'attendent pas les Russes comme le Messie, puisque ça fait des années qu'il y a toute cette propagande qu'ils se détestent. C'est vraiment l'anti-bolchevisme. Et de l'autre côté, les Russes, c'est pareil, puisque les Allemands sont arrivés jusqu'à chez eux avec les exactions des SS. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans la BD, ils cherchent beaucoup de SS. Et ils sont confrontés à beaucoup d'Allemands qui disent alors soit non, nous on est de la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée régulière, ou alors des civils qui eux sont nazis presque comme tout le monde, et tout le monde était nazi et presque personne ne l'était vraiment. Et ce qui est passionnant en fait dans cette BD, c'est d'avoir ces deux points de vue, tout à fait. Et surtout de voir en fait à quel point les personnages sont dans quelque chose qui les dépasse. Et moi ce que j'ai adoré, c'est ce côté la petite histoire qui va rencontrer la grande. Donc on va avoir des choses qui sont très très importantes, comme la disparition d'Hitler. Il faut absolument le retrouver, l'identifier. Il y a la course entre chaque régiment, entre chaque secteur, celui qui va trouver Hitler en premier. Et ça c'est la grande histoire, et à laquelle se mène l'histoire de deux femmes, mais qui vraiment entraînées dans ce tourbillon de la guerre et toutes les horreurs qui vont avec. C'est une très très bonne lecture. Moi ça a été vraiment une bonne claque, cette lecture, à conseiller. Un autre truc aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'était le non-jugement du fait qu'Ingrid était nazie, parce que elle a grandi là-dedans en fait, et les jeunesses hitlériennes, tout ça, pour elle c'était génial, c'était la fête, et genre c'était comme ça qu'on vivait. Et voilà, en fait, elle s'est pas spécialement posé la question de si c'était bien ou mal. Et d'ailleurs, elle croit beaucoup la propagande nazie, donc comme quoi les camps, ils n'existaient pas, etc. Mais en mode, non, non, on a vu les Juifs, ils sont mieux traités que nous. C'est n'importe quoi. Et donc, je trouvais ça super intéressant d'avoir aussi ce point de vue de les nazis sont pas forcément tous des gros méchants. Voilà, bien sûr, il y a les chefs qui ont fait toute la propagande, etc., qui sont mauvais, mais la population était globalement un peu ok, on suit le mouvement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et l'autre récit est tout aussi intéressant, je trouve, avec cette petite interprète qui parle allemand et qui essaye elle est dans l'armée russe, et elle essaie d'aider avec ça. On sent vraiment qu'elle a de la conviction, qu'elle croit en ce qu'on lui a, comme Ingrid, en ce qu'on lui a inculqué, peut-être de force. Ouais, puis elle outrepasse quand même un peu ses ordres. Ouais, au bout d'un moment, elle va comprendre que c'est elle aime bien l'histoire, et elle aime bien le fait de pouvoir recenser tout ce qui s'est passé et tout ça. Elle se rend bien compte que c'est pas ce qu'on lui demande de faire, en fait. Oui, c'est vrai. Et sur ce qui est très intéressant sur ces points de vue, c'est vraiment que tout est en nuances de gris. C'est-à-dire que les Russes sont présentés avec tous les défauts qui accompagnent une armée conquérante, notamment le viol qui devient une arme, et puis la terreur auprès des civils, et les civils allemands de leur côté, puisqu'on voit très peu de soldats, eux sont représentés comme des gens qui sont complètement perdus dans cette masse, et qui
ne savent pas tout ce qui se passe. C'est ça. Et du coup, Ygritte, elle va faire, elle va aller très très loin pour survivre. Et c'est un truc qu'on va comprendre parce qu'elle tient un journal. Et il va y avoir, je vais pas vous spoiler, qu'est-ce qui que représentent certaines petites croix dans son journal, mais le moment où on comprend ce que représente, c'est parce que tout le long du récit, on va voir les pages de son journal écrites et ces petites croix. Et moi, au début, je sais pas vous, mais je me suis pas vraiment posé la question en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort. Et quand on comprend qu'est-ce que c'est, moi ça m'a vraiment foutu un choc en mode waouh, quand même, c'est dur. Et c'est petite rigueur, c'est quand même un bouquin que je ne donnerais pas à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment être adulte, parce que c'est assez dur. Donc le fait de pas lire, par exemple, à vos enfants ou une connerie comme ça. Ouais, non. Faites-le plutôt adulte, à partir de 18 ans, bien tassé. Et il y a quand même des sujets. Le viol de base, c'est un truc qui est quand même bien dans l'œuvre, quoi. Donc il faut, si vous êtes sensible à ça, faites attention. Et il y a aussi certains dessins qui sont très marquants. Enfin, la façon dont c'est dessiné, les corps sont squelettiques. Il y a vraiment ce côté un peu fantôme lévite, quoi. Rien à bouffer, quoi. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Et du coup, ça peut être un peu choquant aussi de voir certains dessins qui sont un peu monstrueux, parce que c'était ça le résultat. Hein. Donc voilà. C'est vraiment la réalité de la guerre, quoi. Ouais, et il y a une vibe, si vous aimez un peu justement les récits de guerre, je trouve assez proche de Jacques Tardy, ce qu'il fait, alors plutôt sur de la Première Guerre mondiale, mais ce côté noir et blanc, ce côté corps qui peut se déstructurer, etc. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça, avec en plus un côté un peu naïf qui rehausse justement le tempérament de l'interprète, qui apporte aussi un peu cette candeur, cette parce que innocence. C'est une enfant au final, elle est vachement jeune. 18 ans, je crois. Ouais. Je crois qu'elle a menti sur son âge, du coup, je sais plus si elle a 16 ans. Elle est vraiment. Ce qu'elle dit, c'est très, que très la jeune. guerre, de toute façon, l'a fait paraître 2 ans de guerre, lui a fait prendre 10 ans dans la tête, c'est sûr. Mais elle reste quand même la plus privilégiée de toutes, parce qu'à un moment, elle se retrouve avec des femmes qui ont aussi servi dans la guerre, etc. Et elle dit, peu importe leur âge, elles avaient toutes des cheveux blancs. Et ça, c'est aussi très marquant, en fait, de se dire, ça les fait vieillir prématurément. Et c'est très violent, quoi. Donc vraiment, une BD qu'on vous recommande. Notre réalisatrice derrière la caméra nous dit qu'il faut regarder le temps. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire. Donc Seul à Berlin de Nicolas Juncker, c'est chez Casterman. C'est ça. Et qui est aussi disponible sur Isneo. Vous pouvez aller la lire sur Isneo en ligne si vous avez envie de le lire en ligne. Donc voilà, et on va passer à la 3e BD vite fait. On est parti pour la 3e BD, et la 3e BD, je la dédie à quelqu'un, puisque si vous écoutez Comics Discovery, on a déjà parlé pas mal de fois, mais il fallait quand même que je fasse une émission dessus, il fallait quand même que je vous en parle plus longuement, puisqu'on va vous parler de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi. Pourquoi j'avais très envie de vous parler de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi, puisque je l'ai mentionné plein de fois et on a fait une émission avec lui, donc vous pouvez aller l'écouter. Jules de la chaîne Jules et Nico ne lisait pas beaucoup de mangas et m'a dit est-ce que tu peux me faire une liste des mangas que tu as bien aimé, que tu me conseilles, pour que je puisse commencer comme ça un petit à petit les mangas. Et je lui ai dit bien sûr, avec plaisir. Et là je lui ai fait toute une liste avec tous les mangas que j'ai kiffé. Il y en a plein. Un dictionnaire en fait. Presque, ouais. on n'est pas loin du dictionnaire. Mais j'avais vraiment mentionné un manga en particulier en lui disant lis Quartier Lointain de Jiro Taniguchi, parce que je pense, et vous me direz après, que si t'as pas lu beaucoup de mangas, et c'est le cas de Vincent qui n'aime pas trop le manga, Quartier Lointain c'est parfait, puisqu'il a un trait qui est très occidental. Parce que de toute façon c'était son inspiration première, il s'en est jamais caché. Et d'ailleurs au Japon, je crois qu'il marche pas du tout, il marche surtout en Europe. Et donc on devait faire une vidéo sur sa chaîne
sur Quartier Lointain. On a fait cette vidéo pendant plus de 40 minutes, on en a parlé, mais il a mis un veto parce qu'en fait, il n'a pas du tout aimé cette vidéo. Enfin, il n'a pas du tout aimé Quartier Lointain. Et du coup, on s'est parti un peu. C'est devenu une espèce de private joke entre nous où on lui dit, oui, mais t'as pas d'âme, tu n'as pas aimé Quartier Lointain. Du coup, il en a fait une vidéo tout seul de son côté, une trilogie du samedi. Vous pouvez aller la voir, je vous la mettrai dans la description. Et du coup, on va vous en parler maintenant. Donc, Quartier Lointain, de quoi ça vous parle? Ça vous parle j'ai complètement zappé son prénom par contre. Donc, d'un mec qui est quarantenaire, je pense. Quarantenaire, cinquantenaire. Ouais, il a 48 ans. 48 il arrive, ans, il a dit 48, ans, ouais. ça m'a Vers fait le cringe quinquas, plusieurs fois. J'en parlerai plus tard. Il est bien vieux. Il est salaryman, je crois qu'il est commercial ou un truc comme ça. Architecte. Il est architecte. Il est architecte, il a fait le plan, il fait des plans de maison. Enfin, ça n'a pas d'importance. Hein. Ouais, ça. Oui, donc, non, c'est pas... donc il est donc il est architecte. Il fait on va le voir dans une gare et en fait il va se tromper de train. Et en se trompant de train, il va arriver dans sa ville natale où il n'est pas revenu depuis des années et des années. Et du coup, il va flâner dans cette ville natale et il va boire un petit coup. Et alors qu'il est un peu éméché, il va aller se recueillir sur la tombe de sa mère. Qui est morte il y a des années, et en fait il va s'endormir sur la tombe de sa mère, et au moment où il va se réveiller, et ben en fait il aura 14 ans. Donc en fait il aura voyagé dans le temps, et il va revivre toute son adolescence alors qu'il a encore tous les souvenirs de sa vie antérieure où il a eu 48 ans, il a une femme, des enfants et tout. Et on va revoir ce gamin, enfin cet homme revivre ces moments de gamin et revivre tous ces moments avec nostalgie, et avec en plus il y a tout un côté où du coup il revit dans cette petite ville japonaise qui change complètement de sa vraie vie tokyoïte, et il va avoir j'ai du mal à mettre des mots sur ça, mais il va revoir cette vie un peu de ville de campagne avec un vrai œil nostalgique et bienveillant, et moi vraiment c'est une BD qui m'a beaucoup ému. Et je pense que c'est un des meilleurs mangas que j'ai eu la chance de lire. Mais je vais donner la parole à Vincent ou à Diane qui veut. Diane, vas-y, après toi. Diane. Okay, qu'est-ce que tu as pensé de moi, Quartier Lointain, j'aime beaucoup. Après, j'aime bien Taniguchi. J'ai pas du tout lu de lui. J'adore Taniguchi. J'ai lu un zoo univers. Lisa, un zoo univers qui est vraiment très bien. Il y en a un qui se passe au Louvre. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Que j'aime beaucoup. Un autre où il se trimballe dans la rue, et voilà. J'ai aucune mémoire des titres ni des prénoms. Il y a le Gourmet Solitaire aussi. Gourmet Solitaire que j'ai feuilleté mais j'ai pas lu encore. Du coup je sais plus où est-ce que j'en étais. Tu aimes bien. Oui, voilà, je disais j'aime beaucoup sa façon de faire, parce que dans toutes ses œuvres, enfin toutes celles que j'ai lues et de ce qu'on m'a dit, il y a ce côté un peu le temps qui s'arrête, la nostalgie, le côté j'apprécie l'instant, j'apprécie le moment, et c'est vraiment juste des lectures qui sont ultra apaisantes. Il y a rarement des sujets vraiment... oui, il y a un truc qu'il a fait, je crois, qui était un peu... Il y a le journal de mon père, en fait, qui est c'est autobiographique, ouais. Et ou en partie autobiographique, et c'est un peu la fin de la guerre, donc. Oui, voilà, là c'est un peu plus grave, quoi. Mais grave. Dans la plupart de ses œuvres, c'est quand même plutôt chill, j'ai l'impression. Ouais, c'est de la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas des drames, non. Mais il y a des trucs. Après, il y a des trucs qui peuvent être graves. Il y en a un qui est vachement bien. J'ai oublié le nom. C'est sur deux personnes qui ont un accident de voiture. Je crois. Il y a un gamin en moto et une personne plus vieille qui est en voiture. Et en fait, la personne plus vieille va mourir. Et quand le gamin en moto va se réveiller, en fait, c'est la personne qui est dans la. Enfin, c'est le mec quarantenaire qui était dans la voiture, qui est dans le corps du. Oui, d'accord. Et okay. C'est assez. Donc il se passe un truc un peu grave, ouais. Vu qu'il y a un accident de voiture et quelqu'un qui meurt. Mais il ne met pas les sujets graves, parce que de toute façon, il y a un gamin qui va mourir en moto, il y a le père qui s'en va, enfin il y a des gens qui sont malades. C'est quand même. C'est la vie, en fait. C'est juste ça, mais c'est pas abordé sous un angle dramatique. En fait, c'est juste il accepte le fait que ça se passe. Et quand il accepte pas, ça peut poser des problèmes. Mais du coup, c'est super. Enfin, moi, c'est très japonais. Je sais pas si tu veux être.
Il y a un côté très japonais de cette façon de voir les choses et de dire bon c'est immuable, ça va arriver et c'est ça. Et de toute façon ouais. Et voilà, après il y a 2-3 trucs qui m'ont fait cringe, mais bon voilà, après Taniguchi il était pas tout jeune non plus, donc est-ce qu'on lui pardonne le fait qu'il ait 48 ans et qu'il tombe amoureux d'une gamine de 14 il les a pas les 48 ans là. Si il le dit tout le temps, à chaque fois il dit j'ai 48 ans. Dans sa tête il a 48 ans. Dans sa tête il a 48 ans et du coup ça pose pour moi un léger souci. Alors moi après, je suis pas d'accord avec ça. C'est une relation qui est très platonique, donc bon je passe sur le truc et le rôle des femmes qui est très japonais, très mère au foyer, voilà la femme qui se dédie à ses enfants et qui meurt juste après que ses enfants aient trouvé une place dans leur société, voilà. J'avais oublié ça. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais le personnage au début du titre, et c'est pour ça qu'il est vraiment marrant. Je pense qu'il arrive un truc très important à ce gamin qui va le marquer. Et je pense qu'il a arrêté de grandir. C'est peut-être arrêté de vivre entre guillemets à partir du moment où, bon, je vais le dire, en fait, son père va partir pour une raison qu'on ne va pas vous spoiler. Son père part et je pense que ça fait un coup de massue dans sa vie. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a arrêté de vivre et qu'il s'est laissé porter par ce qu'il a et le fait qu'il retombe qu'il tombe amoureux de cette gamine. Je pense que lui, en fait, même quand il avait 48 ans, il avait encore il s'est arrêté d'évoluer à partir du moment où son père est parti. Mais il s'est marié avec une femme adulte. Oui, non mais oui. Il a après, on est dans l'image. Il a quand même une vie d'homme et il le dit d'ailleurs à chaque fois qu'il commence à ressentir des trucs pour cette gamine de 14 ans. À chaque fois, il dit j'ai 48 ans, je devrais pas. Donc c'est quand même il y a un léger truc pour moi qui même Taniguchi il a dû avoir la petite conscience qui faisait oui, la chance c'est que ça reste platonique, enfin, ça va pas. Le fait que ça reste platonique, c'est bon, on se dit ok. Voilà, ça reste du coup de cœur qu'on pourrait considérer selon sa sensibilité comme mignon ou un peu Grinch, mais honnêtement non, c'est ça. De toute façon, c'est japonais, donc le plus qu'ils auraient pu faire, c'est se tenir la main. Oui, et après, c'est sûr, voilà, mais bon. Après, c'est les seuls trucs qui m'ont un peu dérangé sur le coup, mais après le reste de l'histoire vaut vraiment ça vaut vraiment le coup d'œil et voilà. À toi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Vincent? Alors moi, je fais aussi partie des gens qui sont pas très manga pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une question de goût, et puis il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc là, le but c'était de me faire découvrir ça, sachant que moi, le manga, je le connais vraiment par rapport au Dragon Ball, ou au shoujo. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et donc non, normalement ça me plaît pas trop. Et puis là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très occidental. D'ailleurs, même ce qui m'a surpris dans le découpage des cases, qui sont des découpages à l'occidental. Alors, je sais pas si ça a été remis dans l'ordre ou pas, mais peut-être que si vous aimez un petit peu lire, ça va forcément vous évoquer. Je pense que c'est une influence un peu à la recherche du temps perdu, puisqu'il y a ces thèmes-là. Et je rappellerai pour tout le monde la fameuse Madeleine de Proust, c'est ça, c'est-à-dire revivre quelque chose qui vous fait revivre votre passé. Et la question, c'est est-ce que si je pouvais revivre mon passé, est-ce que je l'empêcherais? Il y a un côté après, sans doute dans la mentalité japonaise, un peu de stoïcisme, c'est-à-dire que ce qui doit se passer, doit se passer. Et il y a un grand thème qui est celui de comprendre avec presque des yeux d'enfant ce que son père a pu vivre et qu'à l'époque il n'avait pas pu comprendre. Et sans être forcément dans le pardon ou quoi que ce soit, il va apporter toute une autre lecture à ce qui s'est passé et à comment il a vécu, puisque c'est clairement un des traumatismes de sa vie. Donc il n'y a pas de jugement, c'est pas une BD qui va être moralisatrice où on va vous dire voilà, la morale c'est celle-ci. Moi je l'ai vécu vraiment comme une tranche de vie. Plein de choses qui peuvent se passer. On dit en France, on dit chacun porte sa croix. Là, c'est exactement ça. Le personnage principal, il a sa croix et il retourne au moment où justement cette croix a été le plus lourd à porter. Et on va voir comment le personnage arrive à accepter plein de choses. C'est des thèmes qui sont très intéressants. Moi, je le conseille, surtout pour quand on n'a pas forcément une sensibilité très très forte envers tout ce qui vient de la bande dessinée japonaise. C'est peut-être une bonne porte d'entrée.
Moi, j'ai préféré ça à Prince of Tennis. Je trouvais que c'était mieux, ça. C'est pas la même chose. Après, c'est vrai que Taniguchi, ça s'offre un peu pour tous les âges. Enfin, moi, j'ai déjà offert du Taniguchi à ma mère, qui lit pas spécialement de manga non plus. C'est passé très très bien. Et en même temps, voilà, je sais que j'ai plein de potes de mon âge qui lisent du Taniguchi et qui l'adorent. Enfin, c'est un peu intemporel comme type d'œuvre. Si juste pour finir, moi je recommande beaucoup parce que vraiment c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché. Si la thématique du père vous a intéressé et vous avez déjà lu Cartier-Lantin, moi je vous conseille vraiment très très fortement Le Journal de mon père. Petit pitch, c'est donc quelqu'un dont le père vient de mourir. Il va aller à l'enterrement donc de son père. Et l'enterrement au Japon, les enterrements sont différents. En fait, ils vont tous veiller devant le corps du père en fait, et chacun va raconter des histoires en buvant du saké du mort. Et en fait merde, excusez-moi. Le fils de la famille qui lui aussi est Tokyoïte, et là du coup il revient dans une petite, c'est un peu dans le, enfin on sent que c'est quelque chose qui a dû marquer Taniguchi, et le fait de revenir dans sa ville natale, entre la vie dans la grande ville et la vie à la campagne, qui doit être complètement différente. On sent ça l'a marqué ça. Et du coup il y a un autre truc comme ça, et en fait il va arriver à cette veillée, et en fait tous les amis et tous les gens qui ont côtoyé la vie de son père, avec qui il a pas eu beaucoup de liens, avec qui en fait qu'il n'a pas connu vraiment, et ils vont lui raconter des trucs, et on va revivre toutes ces petites époques, et c'est vraiment touchant parce qu'en fait il va redécouvrir son père et se dire en fait non mais je l'ai pas connu, il a fait ça, enfin quelqu'un qui a vécu l'après-guerre et tout, donc un moment vraiment assez violent et assez compliqué du Japon, et c'est vraiment super intéressant, et ça va un peu plus loin sur cette thématique du père qui moi me touche beaucoup, et je pense qui pourrait toucher d'autres personnes. Donc merci Faye derrière la caméra, merci Diane, merci Vincent. Avec plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. D'ailleurs c'est Diane qui gère le Instagram, donc il n'y a pas que moi, mais oui. En partie. Voilà. On remercie beaucoup les castors de nous avoir accueillis. Du coup c'est 12 rue des Trésoriers de la Bourse. N'hésitez pas à venir faire un tour. En plein centre. Ouais, à Montpellier. Et n'hésitez pas à aller écouter Comics Discovery, on a repris la saison 5 et on envoie beaucoup du gros lourd avec cette saison 5 avec des super comics. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours ou dans un mois. On va plus donner de date, mais pour un prochain Rocco BD. N'activons pas la malédiction. C'est voilà. Bon. Il y a déjà eu beaucoup trop de malédictions pour aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Et allez voir la chaîne de Julien Nico parce que c'est des mecs cool. Voilà, allez bye. Salut. Au revoir.